La cité perdue de l'Atlantide a peut-être enfin été retrouvée. Deux chercheurs travaillaient au large des côtes de Cuba lorsqu'ils ont découvert les ruines de ce qui ressemblait à une ancienne ville submergée. Cela s'est passé il y a environ 20 ans, et pourtant, personne n'en parle plus aujourd'hui. C'est comme si les autorités avaient pris cette information, l'avaient enfermée dans un sous-sol top secret, et avaient décidé que personne n'en saurait jamais davantage. Mais pourquoi? Eh bien, je vais vous le raconter. En 2001, Paulina Zelitsky, une ingénieure maritime, et son mari, Paul Weinsweig, ont été engagés pour explorer les eaux situées au large de la côte occidentale de Cuba. Ils avaient deux objectifs principaux. Rechercher de vieilles épaves de navires pouvant éventuellement dissimuler des trésors comme de l'or et des bijoux, et localiser des gisements précieux de pétrole et de gaz naturel sous les profondeurs de la mer. Ils utilisaient un sonar. En gros, il s'agit d'un radar qui fonctionne avec le son. Il envoie des ondes sonores sous l'eau, et lorsque ces ondes touchent quelque chose, comme un navire coulé, elles rebondissent. Ce dispositif peut déterminer où se trouve l'objet et à quelle distance, simplement en se basant sur l'écho. Ainsi, le couple explorait le fond marin avec cet instrument, à plus de 600-150 mètres sous la surface. Et puis, soudainement, ils sont tombés sur quelque chose de bien plus intéressant que de l'or ou du pétrole. Ils ont trouvé des pierres. Pas n'importe quelle pierre. Je parle de pierres énormes, parfaitement arrangées, un peu comme une version miniature de la pyramide de Chichen Itza, ou encore mieux, comme un ensemble de petites pyramides mayas submergées. Voilà ce qu'ils ont vu, ou du moins ce qu'ils pensent avoir vu. Le truc, c'est qu'un sonar ne fonctionne pas comme une caméra. Il n'enregistre pas de vidéo, ni ne prend de vraies photos sous l'eau. Ce qu'il fait, c'est créer des images à partir du son. Et ces images ne sont généralement que des contours ou des formes. Un peu comme une esquisse floue et en noir et blanc. Il vous montre où se trouvent les objets, mais pas exactement à quoi ils ressemblent. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce couple. L'instrument s'est mis à produire des images de structures en pierre parfaitement ordonnées, et ça ressemblait vraiment à une espèce de construction urbaine. Je veux dire, le site était trop bien ordonné, trop symétrique pour n'être que des rochers réunis au hasard. Mais c'était trop beau pour être vrai. Cette découverte pourrait radicalement tout changer de ce que nous savons sur les civilisations anciennes du continent américain. Du coup, les scientifiques se sont dit qu'ils ne seraient pas responsables d'annoncer quoi que ce soit, sans trouver d'abord plus de preuves. Et c'est pourquoi ils ont décidé de retourner sur les lieux de la découverte. Cette fois, ils ont envoyé un véhicule sous-marin télécommandé pour réellement voir ce qui se trouvait sous la mer. Vous voyez? Ce robot était essentiellement un caméraman sous-marin. Et le robot a confirmé la découverte. Il y avait bien quelque chose d'étrange là-dessous. Le site ressemblait à une ancienne cité faite d'énormes blocs de granit lisse. Ces pierres mesuraient environ 2,5 mètres sur 3. Certaines étaient pyramidales, d'autres rondes. Certaines semblaient avoir été taillées puis empilées les unes sur les autres, tandis que d'autres paraissaient isolées. Ensemble, elles semblaient former des couloirs et des contours de pièces. C'était comme de découvrir de grands bâtiments au milieu d'un désert sous-marin. Ces images furent suffisantes pour que Zelitsky scelle l'accord. À l'époque, elle a confirmé que cette structure incroyable, selon ses propres mots, pourrait avoir été un grand centre urbain. Encore une fois, ce sont ses mots. Puis le couple a commencé à spéculer. Ils ont dit que ces structures avaient probablement été construites il y a plus de 6000 ans, ce qui les rendait plus anciennes que les grandes pyramides d'Égypte. C'est même plus ancien que les Mayas eux-mêmes. Vous savez, la civilisation qui vivait autrefois sur le continent américain et qui est célèbre pour ses temples sophistiqués. Les recherches ont suggéré que ces structures pouvaient appartenir à une civilisation qui avait vécu là il y a des milliers d'années et dont nous n'avions jamais entendu parler. Cette civilisation supposée avait prospéré sur un pont terrestre de 160 km reliant Cuba à la péninsule du Yucatan au Mexique. Mais un jour, quelque chose de catastrophique s'était produit. Selon leur théorie, les failles terrestres s'étaient déplacées sous la surface, provoquant un tremblement de terre immense. Puis, en un clin d'œil, l'ensemble du pont avait été détruit. La terre avait été engloutie par la mer et s'était retrouvée au fond de l'océan. Et cette civilisation avait disparu. Bien sûr, le lien a vite été fait avec le célèbre mythe de l'Atlantide, et tout ça a complètement captivé les médias. Les sites d'actualité ont à l'époque publié des titres tels que « La cité perdue des Caraïbes enfin découverte » et « L'Atlantide retrouvée à Cuba ». Alors, pouvait-il réellement s'agir de l'Atlantide? Je veux dire, avait-il trouvé les vestiges de cette civilisation supposément super avancée et disparue? Difficile à dire. Dès le début, une partie de la communauté scientifique n'a pas adhéré à cette histoire. Tout d'abord, il y a la question de la date. Affirmer que cette civilisation existait à cet endroit il y a au moins 6000 ans n'était tout simplement pas très crédible. Ensuite,
des archéologues européens ont soutenu que les pierres qu'ils avaient trouvées en utilisant leur sonar pouvaient être du calcaire naturel et non du granit parfaitement sculpté. Et troisièmement, c'était trop profond. Même avec cette théorie des failles terrestres qui s'ouvrent et engloutissent tout, il est difficile d'expliquer comment une ville entière a pu se retrouver enfouie si profondément dans l'océan. Prenez par exemple Héracléon, en Égypte, une véritable ville portuaire antique submergée. Aujourd'hui, elle se trouve à seulement 6 mètres sous l'eau, mais cette prétendue Atlantide est située à des profondeurs comprises entre 610 et 750 mètres. Vous voyez à quel point c'est différent, n'est-ce pas? Les scientifiques pensent qu'il aurait fallu environ 50 000 ans pour que de telles structures en pierre s'enfoncent jusqu'à une telle profondeur. Et, selon les experts, aucune civilisation connue datant de cette époque n'avait la capacité de construire de telles structures. Mais pour Zelitsky, oui, c'était possible. Elle croyait toujours à la théorie des failles pour expliquer comment ce site s'était retrouvé au fond de l'océan si rapidement. Les grands mouvements de plaques tectoniques de la Terre sont généralement suivis par des phénomènes tels que des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Donc, selon elle, un événement puissant était survenu, et l'affaissement de l'île se serait produit très rapidement. Cette théorie du tremblement de terre pourrait également expliquer pourquoi certains des mégalithes présents au fond de la mer semblent ordonnés, tandis que d'autres ne le sont pas. Mais pour réellement prouver tout ça, ils avaient besoin d'un robot spécialement conçu pour descendre une nouvelle fois et prélever des échantillons de roches et de sédiments. De cette manière, ils seraient en mesure de déterminer l'âge des pierres, et peut-être même de trouver des signes de vie humaine, tels que des gravures, des sculptures et des artefacts. Le problème est que percer ces structures n'est pas facile. Elles ressemblent à du granit, et forer du granit aussi profondément sous l'eau est extrêmement difficile. Mais surtout, ils avaient besoin d'argent pour le faire. De beaucoup d'argent. Peut-être n'ont-ils tout simplement jamais obtenu le financement nécessaire. Parce que même avec tout ce battage médiatique initial, on n'a jamais plus entendu parler d'exploration ou d'études sur le sujet. Et cet étrange silence a suscité beaucoup de spéculations. Certains se sont même demandé si l'histoire n'avait pas été intentionnellement étouffée, comme si les autorités avaient voulu enterrer cette découverte, comme si cette cité sous-marine avait été construite par une sorte d'être supérieur extraterrestre, et qu'on avait voulu nous le cacher. Mais à vrai dire, le meilleur argument selon lequel il s'agissait bien là d'une ville perdue, c'est que la nature n'aurait certainement pas pu construire quelque chose d'aussi symétrique. Les géologues ont essayé de trouver des explications naturelles, ou du moins des exemples similaires dans d'autres parties du monde, mais ils n'ont pas réussi. Toutefois, le simple fait que nous n'ayons pas trouvé d'explication ne signifie pas que l'hypothèse naturelle soit impossible. La nature peut créer des choses assez surprenantes et inattendues. Alors honnêtement, les arguments du type « c'est trop parfait pour être naturel » sont plutôt faibles. Ce qui s'est probablement passé, c'est que les experts n'étaient tout simplement pas convaincus qu'il s'agissait réellement d'une ville engloutie. Et c'est probablement la raison pour laquelle personne n'a accepté de financer la suite des recherches. Au fil du temps, l'engouement s'est estompé, l'histoire a disparu, et le site est retombé dans le silence. Et sans données supplémentaires. Depuis que Platon a créé l'allégorie de l'Atlantide, l'humanité est fascinée par la possibilité de découvrir un jour une civilisation sous-marine florissante. Tu veux te joindre à nous pour visiter quelques sites sous-marins historiques? Voyons ce que nous pouvons comprendre de ces civilisations anciennes. Le premier sur notre liste est ce qu'on appelle le Stonehenge sous-marin. Les chercheurs ont récemment découvert un mystérieux amas de cairns qui s'étendent sur des kilomètres sous les eaux miroitantes du lac de Constance, aux frontières de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les archéologues ont commencé à fouiller ce site en 2015 et ne sont pas encore parvenus à cerner sa fonction précise. Ce qu'ils savent, c'est qu'il se trouve là 170 cairns de pierre fabriqués par l'homme s'étendant sur 20 km sous le lac. Les chercheurs affirment que c'est très probablement le fruit du travail combiné de plusieurs villages. Ce site fut probablement utilisé dans un but collectif. Ces formations sont énormes, certaines d'entre elles faisant plusieurs mètres de large. La découverte la plus étonnante jusqu'à présent est que ce site daterait d'il y a environ 5500 ans. Maintenant, que faisions-nous, nous les humains, à cette époque? Eh bien, nous vivions les meilleures années de ce que l'on appelle l'âge de pierre. Nous commencions à fabriquer des outils rudimentaires et à les utiliser pour chasser et manger. Peux-tu imaginer à quoi pouvaient ressembler tes couverts à l'époque? Ce n'est pas une coïncidence si les scientifiques surnomment ce site le Stonehenge sous-marin. On pense que les deux sites ont été érigés à peu près à la même époque.
Vois-tu, Stonehenge date d'environ 3100 ans avant notre ère. Les deux sites présentent la caractéristique commune d'être tous deux des monuments de pierre construits en cercle, sans parler du fait que les scientifiques n'ont pas non plus déterminé en quoi nos premiers ancêtres auraient pu ressentir le besoin de construire de telles structures. Le mystère du lac de Constance n'a pas encore été résolu. Qui étaient les habitants néolithiques de cette région? Et dans quel but ont-ils déployé autant de travail et d'efforts pour construire cet immense site fait de roches? Ensuite, nous t'emmenons faire un tour dans les îles Ryukyu, juste au large des côtes japonaises. Tu plonges dans les profondeurs de ce site archéologique, mais je dois te prévenir, les eaux de l'océan Pacifique sont loin d'être calmes. Il ne te faut pas longtemps avant d'apercevoir une immense structure, grâce à la lumière du soleil, qui éclaire les fonds marins. Au début, cela ressemble aux ruines du Machu Picchu qui se trouve à l'autre bout du globe, au Pérou. En t'approchant, tu commences lentement à distinguer ses contours. Une structure de forme pyramidale, des arches, des escaliers, ça aurait facilement pu être un palais ou un château. Pourrait-il s'agir d'un signe d'activité humaine? Eh bien, ce que tu viens de voir est connu aujourd'hui sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni. On l'appelle aussi l'Atlantide du Japon. Le complexe entier représente la taille de 5 terrains de football et la hauteur d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante sont ses vastes terrasses. Les explorateurs et les scientifiques estiment que Yonaguni pourrait avoir 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure créée par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet de débats. Pour l'un des plus célèbres géologues marins du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Il a lui-même plongé au fond de l'océan pour explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. Selon lui, il y aurait des signes clairs d'activité humaine là-dessous. Sur la surface de cette structure, il y a une cavité de forme triangulaire qui est une caractéristique des fontaines de la région. Une tortue géante est aussi sculptée sur le côté est de la structure. Et selon Kimura, de pareilles tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site et leur âge est estimé à environ 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne soutiennent pas cette théorie. Pour beaucoup, Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul rocher massif les pousse à croire qu'il ne serait pas d'origine humaine. Ses bords parfaitement définis et ses surfaces planes ressemblent à une formation naturelle d'Irlande du Nord, connue sous le nom de chaussée des géants. Les colonnes de basalte ont beau ressembler aux ruines d'un palais, elles seraient en fait le résultat de l'activité volcanique de la région. Maintenant, tu t'envoles pour la Grèce à 4 heures d'Athènes. Pour être précis, tu te trouves dans la péninsule du Péloponnèse. Tu dépoussières un vieux tuba et pars pour une excursion de plongée par une journée ensoleillée. Après un certain temps passé dans l'eau, tu commences à remarquer des motifs sur le fond marin. À 4 mètres sous la surface, les restes d'objets familiers commencent à apparaître un à un. Alors que tu continues de nager, ce qui semble être le contour d'une ville entière émerge devant tes yeux. Tu te demandes comment l'eau a pu engloutir toute la ville. Ces rochers sont parfaitement alignés dans ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. Il s'agit de Pavlopétrie, une ville antique dont tu n'avais sûrement jamais entendu parler. Elle a été découverte par Nicolas Fleming, un océanographe britannique, alors qu'il était en vacances en Grèce. Il avait entendu des rumeurs concernant l'existence de Pavlopétrie et, en effet, a découvert plusieurs artefacts gisant sur les fonds marins. Il est retourné dans la région un an plus tard avec une équipe. Ils ont alors mis à jour un site rempli de tessons de poterie, d'amphores et d'outils. Cette pierre de cairn, par exemple, était un outil servant à moudre le grain. Les multiples amphores indiquent que ce peuplement date du commencement de l'âge de bronze, il y a 5500 ans, lorsque les gens ont commencé à s'établir dans des villes. On pense que celle-ci aurait existé pendant plus de 2400 ans. Aujourd'hui, Pavlopétrie est considérée comme la plus ancienne ville submergée jamais découverte. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce n'était pas qu'un simple village, c'était une cité portuaire dynamique, avec des bâtiments de pierre, un marché, des rues et même des places. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres et qui a été transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal, en Jamaïque, n'existe plus que sous la surface.
Mais en 1692, c'était l'un des comptoirs les plus riches de l'hémisphère ouest. Port-Royal était le centre de l'empire colonial britannique à l'époque et un important port d'attache qui attirait des gens de toute la région. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Le matin du 7 juin 1692, les habitants de Port-Royal ont connu un sort différent de tout ce qu'ils avaient pu prévoir. La ville s'est réveillée en tremblant. Les gens ont été jetés hors de leur lit par la puissance d'un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Un survivant a raconté qu'il avait vu la terre se fendre et engloutir toute la ville. Ce qu'il a dit pourrait être vrai, car elle était principalement construite sur du sable. Le sol aurait avalé les bâtiments, les routes, les infrastructures, tout en somme. Des geysers sont entrés en éruption et, pour finir, des vagues aussi grandes que des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares de la cité ont disparu sous les eaux. Étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle sont encore en bon état sous 12 mètres d'eau. Les archéologues ont retrouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des établissements de loisirs divers et variés. Tu peux aussi y voir une grande statue de lion, un pont submergé et de nombreuses arches pittoresques. Bien sûr, nous avons gardé le meilleur pour la fin, l'Inde. Juste au large de ses côtes se trouve une autre merveille engloutie. Un site connu sous le nom de Cité perdue de Cambay se trouve dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, lorsque l'Institut national des technologies océaniques a entrepris de cartographier ses eaux. Grâce à la technologie sonar, qui envoie des ondes sonores contre les fonds marins, ils ont découvert une chose qui reposait loin en dessous de la surface. L'imagerie a révélé des formes géométriques bien définies, réparties sur l'étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans, ce qui signifie que cette civilisation a été engloutie aux environs de la fin de l'ère glaciaire. Les débris récupérés sur ce site comprenaient des matériaux de construction, des poteries, des perles, des structures et même des ossements. Les scientifiques débattent encore pour savoir si ces artefacts proviennent bel et bien du site même. Mais si tel était le cas, alors la cité perdue de Cambay pourrait être l'une des plus anciennes cités au monde. Une découverte étrange dans le lac Huron nous informe qu'il pourrait possiblement contenir les vestiges d'une civilisation entière. Tiens, attendez. Est-ce que ce ne serait pas l'Atlantide? Pas exactement. Mais s'il y a vraiment eu jadis une civilisation sous-marine à cet endroit, elle devait être assez avancée. Il y a environ 10 000 ans, 2 petits fragments d'un outil de pierre se sont détachés et sont tombés par terre sans que personne ne s'en aperçoive. Ils sont restés enterrés là pendant des milliers d'années, jusqu'en 2013. Puis des scientifiques ont remonté un petit morceau de boue de la taille d'une brique de lait depuis le fond du lac Huron, à 30 mètres sous la surface. Dans la boue, ils ont trouvé ces 2 éclats faits d'obsidienne. Un verre volcanique noir et brillant qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Après des tests précis, ils ont réalisé que ces éclats provenaient du centre de l'Oregon, ce qui représente une assez longue distance, environ 4000 km. Ce site préhistorique des Grands Lacs a été découvert sur la crête Alpena-Amberley, une formation sous-marine qui reliait autrefois ce qui est aujourd'hui le Michigan et l'Ontario. À l'époque, c'était des terres sèches. Les premiers humains y construisirent des pièges pour animaux, le caribou par exemple. L'ère glaciaire s'éteignait et bientôt, les Grands Lacs commencèrent à se former. L'obsidienne était le matériau high-tech des temps anciens. Elle est extrêmement tranchante et parfaite pour fabriquer des outils. Si vous étudiez attentivement ces éclats, vous ne pourrez pas douter que les outils dont ils proviennent furent de fabriquer de main d'homme. La façon dont ils ont été taillés évoque un travail des plus minutieux. Ces anciennes populations ne fabriquaient donc pas seulement des outils élémentaires, ils avaient également accès à de l'obsidienne venue de contrées extrêmement lointaines. On pense en conséquence qu'il existait déjà à l'époque un immense réseau commercial. Depuis plus d'un siècle, des gens émettent l'hypothèse que des sociétés anciennes pourraient avoir existé sous les Grands Lacs, mais personne n'en a jamais eu la preuve. C'est pourquoi les travaux sur ce site archéologique submergé sont si importants. Une équipe de chercheurs tente depuis plus de 10 ans d'en apprendre davantage sur ces ruines vieilles de 10 000 ans et sur la civilisation qui les aurait laissées derrière elles. L'eau glacée du lac Huron a agi comme une capsule temporelle qui a permis de préserver des choses pendant des milliers d'années. Jusqu'à présent, les chercheurs ont trouvé non seulement des outils en pierre,
mais aussi des arbres millénaires avec leurs racines encore intactes et des tourbières sous-marines où ont été préservées des graines et des feuilles. Un peu comme le Pompéi de l'âge de glace, une scène figée dans le temps. Ces découvertes aident également les scientifiques à concevoir de nouvelles méthodes d'archéologie sous-marine. Ils utilisent des sonars, des robots sous-marins et des plongeurs. Il est assez incroyable que les outils qu'ils ont découverts sur la crête Alpena Amberley soient beaucoup plus petits que d'autres outils de la même époque trouvés à proximité. Cela pourrait indiquer qu'un groupe différent de personnes vivait ici et qu'ils avaient leur propre mode de vie. Même les tourbières qu'ils ont trouvées, qui datent d'environ 9500 ans, recèlent des secrets. Elles sont pleines d'aiguilles de pin, de graines et de feuilles qui pourraient nous informer sur l'environnement de l'époque. D'ordinaire, ce genre de choses se décompose rapidement, mais l'eau froide et douce les a préservées. L'équipe du Michigan collabore avec des scientifiques basés à Cambridge, en Angleterre, pour extraire l'ADN de ces restes. Si cela fonctionne, nous pourrions enfin savoir quel type d'animaux vivaient là. Et peut-être même plus. Ils ont encore des années de travail sur ce site préhistorique des Grands Lacs. Un autre célèbre site archéologique submergé est la cité perdue de Pavlopétrie. Les archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville engloutie du monde, tout au moins selon nos connaissances actuelles. Pavlopétrie a environ 5000 ans. Cela signifie qu'elle existait bien avant les légendaires héros grecs des récits d'Homère. Les scientifiques l'ont aperçue pour la première fois en 1904, puis l'ont oubliée jusqu'en 1967, lorsque Nicholas Fleming l'a redécouverte. Il l'a décrite comme une ville de l'âge du bronze, désormais engloutie sous 3 à 4 mètres d'eau. Un an plus tard, il est revenu avec une équipe de scientifiques pour en étudier les ruines. En l'espace de 6 semaines, en utilisant uniquement des rubans métriques et une grille élémentaire, ils ont réussi à cartographier la ville. Ils ont constaté qu'elle s'étendait sur environ 300 par 150 mètres et comportait au moins 15 bâtiments, des cours, 5 rues, 2 tombeaux et environ 37 petites tombes en pierre. Ils ont également trouvé des indices indiquant que les ruines se poursuivaient sur l'île voisine de Pavlopétrie elle-même. Ils ont déterré des poteries incroyables, des lames en obsidienne et en chaille, et même une minuscule figurine en bronze qui pourrait dater de l'an 2800 avant l'ère commune. Cependant, la plupart des bâtiments proviennent de la période comprise entre 1650 et 1180 avant l'ère commune. Ensuite, les scientifiques ont de nouveau abandonné le site jusqu'en 2009, lorsqu'une équipe de chercheurs a lancé un nouveau projet quinquennal, dont la mission était d'explorer en profondeur l'histoire de Pavlopétrie. Cette fois, ils disposaient d'outils de cartographie numérique et de meilleurs équipements de plongée, ce qui leur a permis d'explorer et même de faire des fouilles sous-marines. Ils ont découvert 9000 mètres carrés supplémentaires de bâtiments, y compris une grande salle et des rues cachées. De plus, ils ont déterré d'autres poteries qui leur ont indiqué que des gens avaient vécu là entre 3000 et 1100 avant l'ère commune, et que la ville comptait une population de 500 à 2000 personnes. Personne ne sait avec certitude comment cette cité a fini sous l'eau, mais beaucoup de scientifiques pensent que ce fut à cause d'un tremblement de terre, peut-être vers l'an 1000 avant l'ère commune, ou même aussi tardivement que l'an 375 de notre ère, parce que c'est la plus ancienne ville sous-marine jamais découverte. Certaines personnes croient même que Pavlopétrie pourrait avoir inspiré la légende de l'Atlantide. Un autre prétendant au titre d'Atlantide se trouve près du Japon. En 1986, un plongeur local explorait les eaux près des îles Ryukyu lorsqu'il découvrit une structure géante faite de marches parfaitement formées et aux bords tranchants. Elle se trouvait à 25 mètres sous l'eau. Aujourd'hui, le monument Yonaguni reste l'un des sites sous-marins les plus mystérieux de la planète. La structure mesure presque la moitié d'un terrain de football, environ 50 mètres de long et 20 mètres de large. Elle ressemble à une immense pyramide de pierre, avec des plateformes superposées et des marches empilées les unes sur les autres. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, ni qui l'a construite. Certains experts pensent que le monument pourrait avoir plus de 10 000 ans, ce qui le rendrait plus ancien que les pyramides égyptiennes. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir des derniers vestiges d'une civilisation perdue portant le nom de Mu, une société mythique du Pacifique similaire à l'Atlantide. D'autres pensent que c'est un peuple ancien, qui vivait au Japon, dès l'an 12 000 avant notre ère, le peuple Jomon, qui l'aurait construite. Mais de nombreux scientifiques et géologues sont sceptiques quant à cette possible civilisation sous-marine. Même si Yonaguni possède des passages étroits, des ouvertures en arc et des angles droits, qui ressemblent presque à des pâtés de maison.
Ils disent que le site ressemble davantage à une formation rocheuse naturelle, comme la chaussée des géants en Irlande du Nord, par exemple. L'ensemble du monument est encore relié à un bloc de substratum rocheux, ce qui signifie qu'il n'a pas été construit pièce à pièce. Et la façon dont les couches de roches sont empilées est probablement liée au tremblement de terre et au mouvement tectonique. Il est situé dans la très active ceinture de feu du Pacifique. Un géologue marin y retournait sans cesse, et à chaque fois, il découvrait quelque chose de nouveau. Il affirme avoir repéré des traces d'outils dans la roche, des symboles gravés sur des faces de pierre, et même des formations rocheuses en forme d'animaux. Il pense que ces sculptures indiquent l'existence d'une culture provenant du continent asiatique. Il a déclaré avoir identifié 10 structures différentes au large de Yonaguni, y compris un château en ruine, un arc de triomphe, 5 temples, et même un énorme stade. Ces bâtiments semblent être reliés par des routes et des canaux, et certaines parties sont même entourées de ce qui ressemble à d'immenses murs de pierre. L'explorateur pense que la ville a au moins 5000 ans. Il se base pour cela sur des stalactites trouvées dans des grottes sous-marines voisines, qui n'ont pu se former qu'après l'inondation des grottes. Ses partisans affirment n'avoir jamais vu un tremblement de terre créer des formes comme celle-ci sous l'eau ou à sa surface. Mais les sceptiques mettent tout cela sur le compte de l'érosion, et insistent sur le fait que ce sont les courants sous-marins et les créatures marines qui ont creusé des trous dans la roche. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, le site est ouvert aux visiteurs, et c'est assurément Il n'y a rien alentour, seulement l'immensité d'une blancheur glacée, celle des neiges du Groenland, et des vents mordants qui frappent votre visage. Rien ne laisse présager la catastrophe. Vous avancez d'un pas, puis vous vous figez, horrifié. Un abîme s'ouvre sous vos pieds. Si vous aviez fait un pas de plus, il vous aurait englouti, ce trou légendaire du Groenland. Cela s'est produit au milieu des années 2010. Un groupe de géologues scrutait le glacier groenlandais de Hiawatha avec un radar lorsqu'ils aperçurent quelque chose de totalement inattendu. Une fosse géante, plus de 300 mètres de profondeur et près de 30 km de large. C'est suffisant pour englober Washington ou Paris. Après avoir longuement scruté leur radar, les chercheurs déconcertés ont décidé de percer le mystère de cette immense dépression. Serait-ce l'œuvre d'une érosion ordinaire, un volcan dévastateur, un impact d'astéroïdes, ou même un monstrueux ver de sable? Peut-être ai-je exagéré avec cette dernière idée, mais qui sait ce que ces anciens glaciers peuvent encore nous réserver? Quoi qu'il en soit, ce mystère en a appelé un autre, qui défiait la compréhension des scientifiques depuis plusieurs décennies. Et pour élucider ces deux énigmes, il leur fallait un élément aussi banal que fondamental. Le quartz, l'un des minéraux les plus répandus dans la croûte terrestre. Mais avant de nous aventurer plus loin dans cette investigation, permettez-moi de faire une petite parenthèse pour évoquer un phénomène étrange, l'événement du Dryas récent. Pour comprendre ce phénomène, nous devons remonter dans le temps. Il y a environ 12 900 à 11 600 ans. À cette époque, la planète a subi un refroidissement important, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Abordons à présent ce changement climatique étrange dans l'hémisphère nord. Plusieurs théories existent. L'une évoque un changement des courants dans l'océan Atlantique, une autre mentionne un événement de grande ampleur projetant des tonnes de poussière, bloquant ainsi la lumière du soleil. Les deux hypothèses les plus plausibles sont une éruption volcanique ou un impact d'astéroïdes. En effet, une éruption volcanique a eu lieu en Allemagne à peu près à cette époque. Mais il est aussi possible qu'un objet spatial ait frappé la Terre durant cette période. Revenons maintenant au trou découvert au Groenland. Lorsque le programme Icebridge de la NASA et l'Institut Alfred Wegener ont fait cette découverte, il semblait que la cause de l'événement du Dryas récent était enfin élucidée. Mais était-ce réellement un astéroïde qui avait creusé ce gouffre et provoqué la chute des températures de l'hémisphère nord? Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs avaient besoin de quartz. Le quartz, sous sa forme pure, présente une structure simple. Il est composé de tétraèdres de silicium et d'oxygène. Il est aussi efficace qu'esthétique, avec ses cristaux prismatiques à 6 faces. En raison de la simplicité de sa structure et de la disponibilité de ses composants, le quartz peut être trouvé dans presque toutes les roches de la planète. Au fil du temps,
les roches plus grandes s'érodent, libérant des grains de sable de quartz. Les scientifiques étudiant la fosse mystérieuse ont collecté le sable de quartz qui avait été expulsé sous le glacier. Cela permettait d'observer les roches situées au fond du gouffre sans avoir à y descendre. Pratique, n'est-ce pas? En analysant ce sable, ils ont découvert des grains de quartz marqués par des signes évidents de catastrophe. Des PDF étaient visibles sur toute leur surface. Non, on ne parle pas là d'un format de document. Les PDF désignent les éléments plans de déformation qui apparaissent sous forme de lignes gravées à la surface du cristal. Ces lignes sont caractéristiques du quartz choqué, qui se forme sous une pression extrême lorsque les cristaux internes sont déplacés. Le plus fascinant est que le quartz choqué ne se forme que sous des forces extrêmes, comme celles générées par des impacts massifs ou de violentes explosions. En d'autres termes, la découverte de quartz choqué sous le glacier Hiawatha pourrait constituer la preuve tant recherchée que le cratère était le résultat d'un impact gigantesque, causé par un objet tout aussi colossal. Selon la taille du cratère, cet objet spatial aurait probablement mesuré plus de 1600 mètres de diamètre, soit 2 fois la hauteur du Burj Khalifa de Dubaï. Une météorite de cette taille aurait brillé 3 fois plus intensément que le Soleil lors de son passage dans le ciel et aurait frappé la Terre avec une force considérable. L'impact aurait été d'une telle ampleur qu'il aurait vaporisé la roche et projeté des débris à des centaines de kilomètres à la ronde. Le ciel aurait alors été obscurci par une épaisse poussière, diminuant la luminosité du Soleil et provoquant un refroidissement global. Et devinez quoi? Cette réduction des températures a suscité un grand enthousiasme chez les chercheurs, car elle a donné naissance à l'hypothèse selon laquelle cet impact pourrait être lié à l'événement du Dryas récent. Afin de valider cette théorie, ils ont de nouveau fait appel au quartz. Ils l'ont alors examiné de manière plus approfondie pour tenter de dater l'impact. Et quelle ne fut pas leur surprise? Le cratère de Hiawatha ne datait pas de 12 000 ans, mais de 58 millions d'années. D'un côté, les chercheurs étaient déçus de ne pas avoir pu confirmer leur hypothèse, car le cratère ne permettait pas d'expliquer le refroidissement du Dryas récent. D'un autre côté, cette découverte restait d'une importance capitale. Préparez-vous à un dernier rebondissement dans cette affaire, qui concerne une fois encore le quartz. Des chercheurs ont récemment mis au jour de nouveaux gisements de quartz choqués, disséminés sur l'ensemble de ce qui constitue aujourd'hui l'Est des États-Unis. Il était enfoui dans des strates sédimentaires datant de la période juste avant le Dryas récent. Fait surprenant, aucun cratère n'a été observé à proximité de ces sites. Mais le quartz ne saurait mentir. Il atteste d'une puissante explosion. Cela conduit les scientifiques à penser que leur hypothèse d'un impact pourrait encore se vérifier. Toutefois, au lieu d'une collision directe, il pourrait s'agir d'une explosion aérienne. Une comète géante aurait pu se désintégrer lors de son entrée dans l'atmosphère terrestre il y a environ 12 000 ans, et ces fragments auraient explosé avant d'atteindre la surface. Cet événement aurait entraîné des incendies à travers toute l'Amérique du Nord, perturbant tellement le climat qu'il aurait pu déclencher le Dryas récent. Il semble que nous devions patienter un peu avant que les scientifiques ne fournissent davantage de preuves pour confirmer cette hypothèse. Cela dit, d'autres phénomènes intéressants restent à explorer au Groenland. Par exemple, ces trous fascinants, bien plus petits que le cratère dont nous parlions, mais néanmoins intrigants. On les appelle des moulins, et leur rôle est d'acheminer l'eau de fonte en surface jusqu'à la base de la calotte glaciaire. Mais ces moulins nous réservent également quelques surprises. En effet, d'après une étude récente fondée sur des observations directes et des explorations de terrain, leur taille est bien plus importante que ce que nous imaginions. Plus intéressante encore, ce volume accru pourrait avoir une influence sur la stabilité de cette immense calotte glaciaire et sur la rapidité avec laquelle elle se déplace vers la mer. Les chercheurs estiment que l'augmentation de la profondeur et de la pression de l'eau à l'intérieur des moulins pourrait agir comme un lubrifiant à la base de la calotte glaciaire, accélérant ainsi son déplacement, un peu comme un glaçon glissant sur une fine couche d'eau. Jusqu'à récemment, nous ignorions presque tout de la véritable taille des moulins et de la quantité d'eau qu'ils pouvaient contenir. Aujourd'hui, nous savons qu'ils peuvent être gigantesques. L'équipe de recherche a effectué 2 expéditions sur la calotte glaciaire du Groenland, en 2018 et en 2019. Lors de chacune de ces missions, il leur a fallu descendre en rappel à près de 100 mètres de profondeur,
dans 2 moulins distincts, frôlant presque la surface de l'eau. Ceux qui ont pris part à cette exploration l'ont décrite comme une expérience intimidante. Imaginez-vous au bord du vide, le dos incliné vers l'abîme, avec pour seul horizon une glace aux reflets bleutés qui s'enfonce dans les ténèbres. Le silence n'est rompu que par le fracas sporadique de la glace qui se brise. Une immersion aussi vertigineuse qu'inquiétante. Vous creusez dans la célèbre nécropole de Saqqara en Égypte, qui fut un cimetière pour pharaons hyper prestigieux, quand soudain, vous découvrez une immense porte rose derrière laquelle se trouve quelque chose dont personne ne connaissait même l'existence. Derrière cette énorme porte en pierre, qui n'était pas censée être ouverte, soit dit en passant, vous venez de tomber sur une tombe oubliée de la royauté égyptienne. Bien, chers amateurs d'histoire, il va falloir vous accrocher, car des archéologues viennent de réaliser quelque chose tout droit sorti d'un film d'Indiana Jones. Voyageons donc jusqu'à Saqqara, l'un des sites les plus mystérieux et riches en trésors de l'Égypte ancienne. La vedette du spectacle, un prince dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, le prince Ouserefre, fils du roi Ouserkaf. Personne de bien important, hein? Juste le fondateur de la 5e dynastie d'Égypte. Rien de bien sérieux. Mais la manière dont sa tombe a été découverte... Tout a commencé avec cette porte massive, faite de granit rose, rien de moins. Mais il ne s'agit pas simplement d'une dalle de pierre ordinaire, elle mesure environ 4 mètres de haut et plus d'1 mètre de large. Une girafe pourrait facilement la franchir sans se cogner la tête. Cette porte est également plus lourde que le SUV de votre voisin. Mais il y a un rebondissement, ce n'était pas une vraie porte. C'était une fausse porte. Un symbole destiné à permettre à l'esprit du défunt de passer du monde des vivants à l'au-delà. C'est là que notre histoire devrait prendre fin. Après tout, les fausses portes sont courantes dans les tombes. Mais celle-ci était vraiment spéciale. Vous voyez, les fausses portes étaient généralement fabriquées en calcaire, une roche assez commune et répandue un peu partout en Égypte. Pour en construire une en granit rouge ou rose, il fallait transporter ces roches depuis une carrière située à 650 km de là. Et vous vous doutez bien que le voyage n'était pas bon marché. Selon les égyptologues, c'est la première fois qu'une fausse porte de cette taille et de ce matériau est découverte en Égypte, ce qui en fait une pièce d'architecture totalement unique. Outre son coût extrêmement élevé, elle cachait également une surprise. Lorsque les chercheurs ont approfondi leurs investigations, ils ont réalisé que cette fausse porte dissimulait en réalité une véritable entrée. Et où conduisait-elle? À une tombe cachée remplie de statues, de reliques et de secrets vieux de plus de 4000 ans. La tombe appartenait au prince Ouserefre, mais vous pouvez aussi l'appeler Oussar Efra ou Wazer Efra. Bien qu'il ait été complètement effacé de l'histoire, ce gars n'était pas un noble quelconque. Les hiéroglyphes sur la porte en granit rose le désignent comme prince héréditaire, gouverneur de Bouto et de Nekeb, scribe royal, vizir, juge et prêtre lecteur. Ouf, un peu comme la version égyptienne de Daenerys Targaryen. Ces inscriptions non seulement identifient ses rôles politiques et religieux, mais suggèrent également qu'il détenait un pouvoir significatif, en Basse et en Haute-Égypte, ces deux régions reliées directement par ses titres. Un titre en particulier, prêtre de Sokar, le lie à la divinité de la nécropole. C'est la tête de faucon. Ce dieu était à la fois le patron des vivants et le dieu des morts. Je suppose donc que ce prince oublié était plutôt important. Sa tombe, après tout, fut placée dans un endroit super chic à Saqqara. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que le prince Ouserefre n'apparaît pas dans les listes officielles, ni dans les arbres généalogiques royaux, ce qui nous amène à nous demander s'il est décédé avant de pouvoir accéder au trône, ou si son héritage a été délibérément effacé lors d'un des innombrables drames politiques qui secouaient régulièrement l'Égypte ancienne. Certains érudits croient aujourd'hui que sa disparition serait liée à des luttes de pouvoir religieuses ou politiques datant du début de la 5e dynastie, à l'époque où son père Ouserkaf travaillait à remanier la religion du pays. Et en parlant de son père, le roi Ouserkaf fut un véritable pionnier. Il ne fut pas seulement le fondateur de la veuille dynastie, il a aussi provoqué une véritable révolution religieuse, en élevant le dieu soleil Ra au-dessus de divinités plus anciennes. En effet, Ouserkaf a construit le tout premier temple solaire à Abousir, suscitant une réelle obsession dynastique pour ce culte. Après la fin du bref mais révolutionnaire règne d'Ouserkaf, d'autres pharaons sont entrés en scène. Saouré, Néferirkare, Niuserre-Ini. En gros,
le boys band de la 5e dynastie. Et ces gars-là étaient focalisés sur deux choses, construire des pyramides et faire de l'argent. Ils ne se contentèrent pas d'empiler des pierres. Ils étendirent l'influence de l'Égypte, ouvraient des routes commerciales vers des terres lointaines, et pavèrent leurs temples d'or et de splendeur à n'en plus finir. Dans les tombes, c'était encore plus cool. Il y avait une magnifique table d'offrandes en granit rouge, couverte d'inscriptions décrivant les aliments rituels, une sorte de menu éternel pour l'au-delà, car ils croyaient que les défunts pouvaient, comme par magie, se restaurer de ces aliments. Mais en fait, c'étaient les prêtres funéraires et leurs familles qui mangeaient tous ces mets. On a également découvert des fragments de poterie, des amulettes et des murs peints. Mais les véritables vedettes, là-dedans, c'étaient les statues. Et là, les choses deviennent assez étranges, mais dans le bon sens. Les chercheurs ont découvert des statues du roi Djeser, celui qui a construit la première pyramide d'Égypte, de sa femme et de leurs 10 filles, à l'intérieur de la tombe du prince Ousrefré. Mais Djeser a vécu plusieurs siècles avant Ouserkaf. Alors que faisaient-ils ces statues ici? Eh bien les scientifiques n'en savent rien. Ces statues furent construites pendant le règne du roi Djeser lui-même, et appartenaient probablement à cette première pyramide jamais construite. Les experts pensent qu'elles furent déplacées pendant la 26e dynastie, des milliers d'années après Djeser, peut-être pour les protéger de la destruction, ou peut-être parce qu'elles étaient encore vénérées. En gros, les anciens Égyptiens étaient des accumulateurs, mais d'une manière élégante. Les scientifiques savent également de façon certaine que certaines gravures et statues retrouvées dans cette tombe ne furent réalisées que bien plus tard, ce qui signifie que le site fut probablement transformé en une espèce d'entrepôt pour objets de luxe, ou peut-être s'agit-il simplement d'une forme de décoration intérieure très ancienne. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas tout. Il y avait une autre entrée en granit rose du côté est du tombeau, avec des inscriptions liées au roi Néferir-Karé, un autre pharaon de la 5e dynastie qui a également essayé de construire sa propre pyramide, mais a échoué. Et près de cette deuxième entrée, les archéologues ont découvert quelque chose de jamais vu auparavant à Saqqara. Un ensemble de 13 statues en granit rose, toutes assises en rang sur un banc à dossier, comme si elles étaient dans la salle d'attente du fisc de l'au-delà. Certaines avaient la tête surélevée et représentaient probablement les épouses du prince, tandis que d'autres n'avaient plus de tête du tout. Une statue en granit noir fut trouvée à l'envers. Peut-être est-elle tombée à un moment ou à un autre au cours de tous ces longs siècles silencieux. Selon les archéologues, la position et la forme des têtes suggèrent que ces statues suivaient une hiérarchie sociale stricte, avec les figures centrales représentant probablement des individus de statut plus élevé. Les statues sans tête pourraient indiquer un travail inachevé ou des actes de vandalisme. Et à propos de statues en granit noir, on en a trouvé une autre à l'intérieur de la tombe. En se basant sur sa forme et ses inscriptions, il semble qu'elle ait été placée là au cours de la 26e dynastie, à l'époque où furent déplacées ces autres statues, celles de Djeser. Cela suggère que la tombe n'était pas abandonnée. Elle a été réutilisée, adaptée, et peut-être même vénérée par les générations suivantes. D'ailleurs, le granit noir fut associé à Osiris, le dieu des enfers, pendant la période tardive. Ce qui signifie que la présence de cette statue est un indice que la tombe est devenue un espace rituel bien après la mort du prince. Tout cela, des portes en granit géantes, des statues surprenantes, des tombeaux réutilisés, constitue une découverte absolument passionnante. Le prince Ouserefré n'est peut-être pas encore un nom connu, mais son tombeau est désormais l'un des plus fascinants jamais découverts à Saqqara. Il témoigne non seulement de ce qu'était l'ancien empire, mais aussi du fait que les anciens Égyptiens restaient en contact avec leur passé, même des milliers d'années plus tard. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi cacher un tombeau derrière une porte factice? Pourquoi le remplir de statues de différentes époques? Et qui était exactement le prince Ousrefré? C'est le genre de mystère qui pousse les archéologues à creuser et qui nous fascine. En fin de compte, cette découverte ne concerne pas seulement un tombeau, elle concerne tout ce qui repose encore sous les sables d'Égypte. Au fur et à mesure que nous faisons de nouvelles découvertes, nous réalisons que l'histoire ancienne ne disparaît jamais, elle sommeille simplement, derrière d'immenses portes de granit rose. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot Antarctique? Très probablement le froid, la neige, la glace et les manchots. Pourtant, c'est l'une des régions les moins explorées du monde et qui cache de nombreuses choses étranges et uniques. Tu n'as pas besoin d'aller en Antarctique pour voir la première chose bizarre. Il te suffit d'ouvrir Google Earth et de trouver l'une des îles les plus au sud de l'Antarctique. L'île du Roi George.
Récemment, des internautes y ont remarqué une grande entrée de grotte assez étrange. Où mène ce large passage sombre? Les gens ont commencé à émettre diverses hypothèses. C'est l'entrée d'une base secrète ou d'un laboratoire. C'est une partie d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé là il y a des milliers d'années. C'est la porte de l'ancienne cité de l'Antarctique. Peut-être qu'il y a une montagne géante avec une ancienne grotte sous toute cette neige et cette glace. Voilà quelques idées. Les internautes ont calculé les dimensions approximatives de cette grotte. Elle pourrait faire environ 22 mètres de haut pour 75 de large. Donc on pourrait y cacher un avion de ligne. La nature a probablement créé cette entrée. C'est l'explication la plus logique. Mais il y a quand même deux éléments étranges. Premièrement, jette un coup d'œil au pied de la montagne. Il semble qu'il y ait des marches à cet endroit. Elles sont de couleur sombre, comme si elles étaient faites de pierre. Et si tu regardes attentivement, tu peux remarquer quelque chose qui ressemble à des empreintes de pas humains. Quelqu'un est-il entré dans cette grotte? Ou peut-être quelqu'un y vit encore maintenant? La deuxième bizarrerie est la disparition de la découverte mystérieuse. Les gens l'ont remarqué pour la première fois sur un cliché Google Maps en 2007. Puis l'entrée a disparu. Puis elle est réapparue quelques années plus tard. Après cela, elle a de nouveau disparu. Et en 2022, les gens l'ont vue à nouveau. Peut-être que la vieille neige fond, une nouvelle couche tombe, puis le vent l'emporte et le cycle se répète. Mais les prétendues marches menant au fond de la grotte font douter de l'origine naturelle de ce tunnel. Tu peux facilement en trouver les coordonnées sur Internet et visiter la grotte via Google Earth. Tu pourrais y déceler quelque chose et le révéler au monde entier. Les gens ont découvert une autre chose étrange à l'aide de Google Earth. En 2020, un internaute a découvert un objet étrange qui ressemblait à un bateau géant à 160 km au large des côtes de l'Antarctique. Ressemblant à un bateau de croisière, il était recouvert de glace et de neige et couché sur le côté. On pouvait deviner les fenêtres, le pont et la passerelle. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial, d'autres ont dit que c'était une sorte de bâtiment secret. L'internaute qui avait remarqué le vaisseau en premier a déclaré que sa taille était d'environ 120 mètres, ce qui est la longueur adéquate pour un navire de passagers. Mais que fait ce navire dans un endroit aussi reculé, au milieu d'un glacier? Comment est-il arrivé ici? Qui était son capitaine? Personne n'a encore trouvé les réponses à ces questions. En 2016, des utilisateurs de Google Earth ont découvert une photo d'un monstre marin inconnu flottant au large des côtes de l'Antarctique. Cette créature ressemblait à un calmar géant d'une longueur d'environ 60 mètres, soit légèrement moins que 3 wagons de train. Imagine simplement ce kraken géant nageant dans les eaux sombres et glacées de l'Antarctique et entraînant au fond tout ce qu'il rencontre sur son passage. C'est peut-être le grand et terrible Chulu, ou bien l'un de ses rejetons. Tu remarqueras rapidement cette cascade rouge sang parmi les interminables paysages blancs éblouissants de l'Antarctique. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du sang. Depuis plusieurs siècles, cette cascade teinte la neige d'une couleur rouge vif. Le ruisseau coule tout droit d'un iceberg blanc. Regardons à l'intérieur et découvrons ce qu'il s'y passe. Il y a des millions d'années, il y avait un petit étang limpide. Mais un glacier s'est ensuite formé autour de lui. Une épaisse couche de glace et de neige a bloqué l'accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Pendant des millénaires, le réservoir est resté dans ce vide froid. Mais à un moment donné, l'eau a creusé un trou dans la paroi glacée et s'est échappée. Lorsque cette eau salée entre en contact avec l'oxygène, elle devient immédiatement écarlate ou couleur rouille. L'Antarctique est le seul endroit où tu puisses trouver un phénomène naturel aussi unique. L'un des endroits les plus secs de la Terre se trouve en Antarctique. Et c'est l'un des déserts les plus dénués de vie au monde. Les vallées sèches de McMurdo. Dans ce désert, tu ne verras pas de soleil brûlant, de sable chaud ou de cactus. Techniquement, un désert désigne un endroit où il y a un manque de précipitation et de vie. Or, les vallées sèches de McMurdo correspondent parfaitement à ces paramètres. Mais cet endroit est aussi unique pour l'Antarctique, car tu n'y trouveras pas de glacier. Malgré le gel, la glace ne peut pas se former dans le désert, car il n'y a pas plu depuis des millions d'années. Il ne neige jamais non plus. Un fort vent descendant des montagnes atteint des vitesses allant jusqu'à 320 km/h. Il te serait difficile de rester debout là-bas. Le vent, chargé d'humidité, réchauffe et évapore tout le liquide et la neige du désert, en raison de sa vitesse élevée. Seul l'air sec atteint le sol. Toutefois, on y trouve plusieurs lacs. Et s'ils ne gèlent pas, c'est uniquement dû à leur forte salinité. L'eau est tellement salée que les formes de vie ne peuvent pas s'y développer.
Mais les scientifiques ont trouvé des organismes microscopiques près des lacs. Il y a 20 millions d'années, l'Antarctique était rempli de marécages et d'arbres, et grouillé d'insectes et d'animaux. Mais aujourd'hui, il ressemble littéralement à la surface de Mars. Les scientifiques et les astronautes explorent des régions comme les vallées sèches de McMurdo, car les conditions naturelles qui y règnent sont similaires à celles de la planète rouge. Donc, avant de partir sur Mars, tu peux t'entraîner à vivre dans des endroits similaires sur Terre. Les scientifiques ont découvert un monde sous-marin dans l'Antarctique, rempli de centaines d'amphipodes. Des crustacés semblables aux crevettes. Au fait, quelle est la différence entre l'Antarctique et l'Arctique ? L'Antarctique est la région située à l'extrême sud de la Terre, qui abrite le continent du même nom. Tandis que l'Arctique est une toute autre région. Elles ont les mêmes conditions naturelles, le gel, la glace et la neige, mais elles sont situées dans des parties opposées de la planète. L'Arctique se trouve au pôle Nord, l'Antarctique se trouve au pôle Sud. Maintenant, revenons à la découverte. Les scientifiques ont avancé des théories selon lesquelles la glace de l'Antarctique cache un vaste réseau de rivières et de lacs d'eau douce. Et en 2022, ils ont découvert un nouvel écosystème. Les chercheurs ont exploré la plateforme glacée de Ross de l'Antarctique et ses rivières souterraines. C'est un morceau de glace massif qui flotte dans l'océan. Une équipe néo-zélandaise a utilisé un appareil de forage spécial équipé d'une alimentation en eau chaude pour percer un trou de 500 mètres de profondeur, soit davantage que la hauteur de l'Empire State Building. Ensuite, ils y ont descendu des caméras vidéo et ont vu des milliers de crustacés nager dans différentes directions. Il semble donc qu'ils soient très peu organisés. Dans les eaux de l'Antarctique, tu peux aussi rencontrer certaines des créatures les plus effrayantes de la planète. Il s'agit des araignées de mer. Elles ont reçu ce nom car elles ressemblent à des araignées terrestres. Mais il s'agit en fait d'une espèce d'arthropode marin. Et contrairement aux araignées terrestres, celles de l'océan sont beaucoup plus grandes. Elles ressemblent à 8 énormes pattes, sans corps. Une telle araignée peut avoir la largeur d'une assiette. Certaines d'entre elles n'ont pas d'yeux et ont des proboscises à la place des mâchoires. Les araignées de mer sont peu étudiées car elles vivent dans les eaux froides et profondes. L'Antarctique cache de nombreux animaux peu connus. Dans ces glaciers, il y a de longs tunnels qui mènent à des ténèbres effrayantes. Sur ce continent froid, les gens ont trouvé les restes de dinosaures géants et d'autres créatures anciennes, comme les ancêtres des canards modernes. De nombreux lacs et rivières souterrains cachent une faune inexplorée. Même la glace ici peut être bizarre. Regarde ces icebergs rayés. Ils ont des rayures bleues, noires, vertes et turquoises. La couleur dépend des conditions de l'eau pendant la congélation. Par exemple, les lignes vertes apparaissent à cause des algues. Les bleus se forment lorsque l'eau gèle trop rapidement. Bon, tout ça fait froid dans le dos. Il est grand temps d'aller se réchauffer. Que dirais-tu d'aller à Hawaï ? Tu peux compter sur les gens qui arpentent Google Earth pour tomber sur les endroits les plus inattendus et les plus étranges au monde. Comme cette mystérieuse pyramide découverte en Antarctique, par exemple. Très vite, Internet s'est mis à foisonner de toutes sortes de théories concernant cette forme inhabituelle. Serait-ce le signe d'une forme de vie inconnue ? Cette pyramide est-elle vraiment naturelle ou bien est-elle artificielle ? Pour commencer, ce n'est pas la première fois que l'on découvre une pyramide en Antarctique. La première a été observée par l'expédition antarctique britannique dans les années 1910 et a été gardée secrète pendant longtemps. Cette découverte, passée sous silence, n'a fait qu'ajouter au mystère. Une seconde structure de ce type a été découverte en 2016, ce qui a encore accru l'intérêt pour la question. Le mystère a été assez vite décrypté par les scientifiques. Ces formations sont tout simplement des montagnes. Elles se situent près des monts Ellsworth, une chaîne de plus de 400 km de long. Donc ce sont juste des pics montagneux qui ont percé la couche de glace. Quant à leur forme particulière, il s'agit juste d'une coïncidence. On trouve des pyramides partout dans la nature. Le mont Cervin dans les Alpes et le mont Búlandstindur en Islande, par exemple, sont assez similaires en termes de forme. Le nom officiel de pareils pics est Nunatak, c'est-à-dire des pics rocheux qui émergent d'un glacier ou d'une couche de glace. L'Antarctique a des caractéristiques encore bien plus stupéfiantes, comme le fait qu'il abrite 60 à 90% de l'eau douce du monde. C'est parce que sa couche de glace est la plus vaste de notre planète, s'étendant sur 14 millions de kilomètres carrés. On t'épargne les calculs,
Mais cela ne laisse qu'1% du continent dépourvu de glace. La glace de l'Antarctique atteint 4,5 km d'épaisseur à son point le plus profond, soit la moitié de la hauteur du mont Everest. Si elle venait à fondre complètement, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 60 mètres. Mais il n'a pas toujours fait aussi froid ici. À un certain moment de l'histoire de notre planète, l'Antarctique présentait les mêmes températures moyennes que la ville de Melbourne aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de recherches, mais les scientifiques ont découvert que les températures de l'Antarctique pouvaient atteindre jusqu'à 17 degrés Celsius. Bien sûr, c'était il y a 40 à 50 millions d'années. Mais si tu y réfléchis, c'était à la même époque que les dinosaures parcouraient notre Terre. Le temps s'écoule aussi différemment sur ce continent glacé. Toutes les lignes de longitude qui nous aident à calculer les différents fuseaux horaires fusionnent en un seul point, au pôle sud. Ici, le jour dure 6 mois en été, suivi de 6 mois d'obscurité totale pendant la saison froide. Les scientifiques qui travaillent ici se réfèrent donc le plus souvent à leur fuseau horaire d'origine. Les chutes de sang ne sont pas un vulgaire chapitre d'un film d'épouvante, mais simplement une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain, rempli d'un type de bactéries particulier. Ces petits organismes absorbent des sulfates en guise de nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ces eaux est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement lorsqu'elle entre en contact de l'air. Ainsi, la couleur rougeâtre de la cascade lui donne aussi son nom. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs jamais connus dans l'histoire de notre planète. En termes d'habitat, le mégalodon vivait dans pratiquement toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de tant de mégalodons en Antarctique est probablement que la créature gigantesque était adaptée uniquement aux eaux chaudes tropicales et subtropicales. Si tu prévois de visiter l'Antarctique en bateau un jour, sache que tu risques de ne pas y parvenir sur un bateau autre que métallique. La coque de ton navire doit être en acier ou en aluminium pour résister aux conditions climatiques difficiles qui règnent ici. L'Antarctique n'abrite pas beaucoup d'insectes. En fait, il n'y a qu'une seule véritable espèce d'insecte qui est élue domicile ici. C'est un moucheron sans ailes, du nom de Belgica antarctica. Ce diptère est si petit qu'il n'atteint que 2 à 6 mm de long. De nombreux poissons de l'Antarctique ont aussi une substance antigel dans leur sang. Ils n'en ont pas forcément besoin pour se protéger du froid, mais surtout pour éviter d'entrer en contact avec la glace. Ces antigels sont constitués de grosses molécules de glycoprotéines. Elles entourent les petits cristaux de glace qui pourraient se former en s'assurant qu'ils ne se répandent pas dans les tissus de l'animal, ce qui pourrait causer beaucoup de dégâts. Elles agissent également comme une sorte de petit coussin, bloquant les cristaux de glace pointus afin qu'ils soient moins susceptibles de provoquer une douleur quelconque. Il ne pleut pas non plus beaucoup sur ce continent glacé. Mais l'Antarctique a une particularité météorologique étonnante. Il regorge de poussière de diamants. Cette poussière est en fait constituée de petits cristaux de glace qui se forment dans l'air humide près de la surface. Tu peux voir cela comme un brouillard glacé. Lorsqu'ils circulent dans l'air et sont frappés par la lumière du soleil, ils se mettent à scintiller, et ce qui donne aux visiteurs l'impression d'être entourés de diamants. C'est probablement le dernier endroit où tu voudrais accoucher. Mais c'est en 1978 que la première personne est née ici de tous les temps. Son nom est Emilio Marcos Palma, et depuis lors, 10 autres personnes sont nées ici en Antarctique. Il se trouve un lac sur ce continent glacé qui est tellement saturé de sel qu'il lui est impossible de geler, même si les températures peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius. C'est parce que l'eau pure gèle à 0 degrés Celsius. L'eau qui contient du sel, ou toute autre substance d'ailleurs, gèlera quand même, mais à une température bien plus basse. Cette température inférieure est variable en fonction de la substance elle-même et de la quantité qui s'en trouve dans l'eau. L'Antarctique fut le dernier continent à être découvert officiellement. Il est resté complètement inexploré jusque dans les années 1920. Mais il aura fallu 20 ans de plus pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un continent et pas seulement d'un amas d'îles glacées. Ce n'est pas parce qu'il fait très froid ici que tu ne peux pas y avoir de rendez-vous galant. Une nuit de décembre, un scientifique américain en poste en Antarctique s'est connecté à une application de rencontre, simplement par curiosité. Il était certain qu'aucun autre profil n'apparaîtrait, mais à sa grande surprise, il a trouvé quelqu'un assez rapidement.
une autre chercheuse qui était postée à seulement 45 minutes de là et qui se trouvait en hélicoptère, bien sûr. Ils ont fini par se rencontrer et ont ainsi eu le premier encart en Antarctique jamais enregistré. Hormis la glace, ce continent possède quelque chose d'autre en bien plus grande abondance que n'importe quel autre endroit sur Terre. Des météorites. Si l'on se réfère aux recherches effectuées par les scientifiques, les météorites ont les mêmes chances d'atteindre n'importe quel point de notre planète. Cependant, une fois qu'elles ont traversé notre atmosphère, la situation se complique un peu. C'est parce que les différents climats de notre planète, comme ceux que l'on trouve près des jungles, ont beaucoup d'humidité et d'oxygène, capables de corroder la plupart des météorites. Le climat de l'Antarctique est vraiment sec, et donc la possibilité que les météorites s'y corrodent est faible, voire carrément nulle. De plus, il est beaucoup plus facile de repérer ces roches sur la surface blanche et glacée de ce désert que dans n'importe quel autre endroit sur Terre. Si le froid ne te fait pas peur, tu vas sûrement flipper quand tu entendras parler des vents qui règnent ici. C'est parce que l'Antarctique est essentiellement l'endroit le plus venteux de la planète. On a rapporté que la vitesse des vents ici pouvait même atteindre les 320 km/h. Imaginez un tombeau scellé depuis 1400 ans. Et puis soudain, pouf, il est ouvert. Qu'est-ce qui pourrait se trouver à l'intérieur? Une malédiction ancienne ou des découvertes passionnantes? Peut-être la première option, vu qu'un énorme hibou de pierre garde l'entrée, son bec refermé sur un visage humain, comme s'il avalait une âme. Et ce n'est pas juste une image tout ça. La découverte s'est probablement déroulée comme ça. Les archéologues se trouvaient sur un site appelé San Pablo Ruizo, dans le sud du Mexique. À un moment, ils sont tombés sur quelque chose qui ressemblait à une entrée. Oh! Où est-ce que ça menait? Il fallait absolument qu'ils le découvrent. Près de cette entrée, il y avait un grand hibou sculpté. Les chercheurs ont vite réalisé que ce n'était pas qu'une simple décoration. Le bec de l'oiseau était ouvert, et à l'intérieur se trouvait le visage peint d'un homme. Il s'agissait très probablement d'un chef important. Pour les peuples de cette région, les hiboux étaient liés à la mort et au pouvoir. Alors, soit le hibou gardait l'esprit de la personne enterrée là, soit il le retenait prisonnier. Était-ce vraiment prudent de s'aventurer dans cet endroit mystérieux? Eh bien, la soif de réponse des scientifiques était plus forte que toute peur. Alors ils sont entrés et se sont retrouvés dans un tombeau. Il était composé de deux parties principales. Une pièce avant, une sorte de vestibule, et une chambre funéraire plus profonde. Il y avait un passage entre ces deux pièces, entièrement recouvert de sculptures. Au sommet, il y avait un linteau de pierre avec des symboles particuliers. Ces symboles ressemblaient à des noms basés sur la date de naissance d'une personne. De chaque côté du passage, il y avait des sculptures d'un homme et d'une femme portant des coiffes élaborées. Les chercheurs pensaient qu'ils avaient été placés là comme des gardiens, veillant sur le tombeau. Les murs étaient encore peints de couleurs vives, blanc, vert, rouge et bleu. C'était une vue stupéfiante, et les peintures racontaient une histoire, celle d'une procession funéraire. Des gens portaient des sacs de quelque chose appelé copal, qui est en fait une résine d'arbre. Les habitants, les Zapotèques, le brûlaient comme de l'encens pendant les cérémonies, un peu comme les gens aujourd'hui allument des bougies ou de l'encens lors de rituels. Par ailleurs, les archéologues ont trouvé des symboles gravés ressemblant à un calendrier. Un peu plus tard, les chercheurs ont découvert que le tombeau avait environ 1400 ans. Il appartenait à la civilisation zapotèque, et ce qui le rendait si spécial, c'était l'état de conservation exceptionnel de tout ce qu'il contenait. C'était comme ouvrir une capsule temporelle restée intacte pendant plus de 1000 ans. Fait intéressant, ils ne l'ont pas trouvé par hasard. Les autorités ont commencé à s'intéresser au site après un signalement de pillage. Quand les scientifiques ont inspecté les lieux, ils ont réalisé qu'ils étaient tombés sur l'une des découvertes les plus importantes au Mexique de la dernière décennie. Le tombeau remonte à environ l'an 600, quand les Zapotèques prospéraient dans la région. On les appelait parfois le peuple des nuages, et ils ont bâti une civilisation puissante bien avant l'arrivée des Espagnols. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens au Mexique parlent des langues zapotèques. En ce moment, des experts de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire travaillent avec précaution pour protéger le tombeau et étudier tout ce qu'il contient. Ils examinent des poteries, des symboles et même quelques ossements humains trouvés sur place. L'un des aspects les plus passionnants de cette découverte, c'est que beaucoup d'autres tombeaux zapotèques de la région avaient déjà été pillés avant l'arrivée des archéologues.
Ça veut dire qu'on a perdu énormément d'histoire. Heureusement, ce tombeau était miraculeusement resté presque intact. Les scientifiques se concentrent maintenant sur la protection du tombeau. Ils contrôlent soigneusement l'air et l'humidité à l'intérieur, car même de petits changements peuvent l'endommager. Ils documentent les œuvres d'art et étudient les sculptures et les symboles. Mais les tombeaux anciens ne sont pas toujours cachés profondément sous terre, comme dans les films d'aventure. Parfois, on les trouve juste sous une ville animée. En 2023, des archéologues ont fait une découverte étrange, en bordure du parc de Chapultepec à Mexico. Ils ont trouvé un ensemble de sépultures vieilles d'environ 3500 ans, plus anciennes que la plupart des pyramides du Mexique. Il y avait 10 tombes en forme de bouteilles retournées ou de cloches, large en bas et plus étroite en haut. Environ la moitié contenait des restes humains, 4 femmes et un homme, principalement de jeunes adultes. Ces gens vivaient probablement dans un grand village de la région pendant les périodes préclassiques anciennes et moyennes. C'était bien avant que les Aztèques n'existent. Un des archéologues a expliqué que des populations avaient vécu dans toute cette zone avant qu'un volcan ne change tout. Ce volcan, c'est le Xitla, et quand il est entré en éruption, il a littéralement enseveli des parties du paysage sous la lave. À cause de ça, le sol où se trouvaient ces tombes est resté scellé et intact pendant plus de 3000 ans. Le Xitla est ce qu'on appelle un cône de cendres. En gros, il ressemble à la forme classique de volcan que tout le monde dessinerait. Rond à la base et s'élevant en cône. Il fait environ 300 mètres de haut, avec des pentes assez raides, comme monter une colline inclinée de 30 à 40 degrés, ce qui n'est clairement pas une promenade. Les scientifiques pensent que le Xitla est entré en éruption entre 245 et 315 de notre ère, d'après la datation au carbone 14. Quand il a explosé, ce n'était pas un petit événement, ça a complètement transformé le paysage. La lave s'est répandue et a formé ce qu'on appelle aujourd'hui les champs de lave du Pedregal de San Andrés, couvrant une vaste zone au sud de l'actuel Mexico. Imaginez une épaisse vague de roches en fusion avançant lentement et transformant tout sur son passage en pierre solide. L'une des plus grandes victimes de cette éruption fut Cuicuilco, autrefois une cité majeure et avancée de Mésoamérique. La lave l'a littéralement ensevelie, la figeant dans le temps sous des couches de roches. Après ça, les habitants ont dû partir et se disperser dans d'autres régions. Côté positif, ce déplacement de population, une sorte de migration forcée, a contribué à répandre leur culture à travers le centre du Mexique. Ça a peut-être même influencé le développement de cités voisines, comme Teotihuacan. Plus tard, elle est devenue l'un des centres urbains les plus puissants de la région. Mais cette histoire a un rebondissement. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur la chronologie. Certains pensent qu'une série de grandes éruptions et la destruction de Cuicuilco auraient en fait commencé plus tôt, vers le 1er siècle avant notre ère. Alors, selon la version de l'histoire qu'on retient, cette catastrophe s'est produite soit un peu plus tard, à l'époque romaine, soit encore plus tôt, quand les civilisations anciennes du Mexique étaient encore en développement. Dans tous les cas, c'était un événement cataclysmique qui a remodelé à la fois le paysage et la vie des habitants. Mais revenons aux tombes. Elles ne sont pas immenses. La plupart faisaient entre 1 et 2 mètres de large, et jusqu'à 1,50 m de haut. Imaginez quelque chose de la taille d'un petit placard, ou d'un grand coffre dans lequel on pourrait s'accroupir. Les archéologues les appellent des tombes en cloche, à cause de cette forme arrondie, en bouteille. Ce style n'est pas propre à un seul endroit. On a trouvé des tombes similaires dans différentes régions du Mexique. Ça signifie que les gens devaient partager leurs idées, un peu comme les tendances se propagent entre régions aujourd'hui. Autre fait curieux, ce n'était pas un site funéraire ponctuel. L'équipe a aussi trouvé des sépultures plus tardives, ce qui signifie que les gens revenaient à cet endroit depuis des générations. C'était un lieu qui est resté important pour une communauté pendant des centaines d'années. À l'intérieur des tombes, les archéologues ont trouvé des offrandes enterrées avec les défunts. Il y avait des outils en bois de cerf, une coupe et de petites figurines féminines. C'étaient probablement des objets personnels ou des offrandes symboliques, un peu comme les gens aujourd'hui déposent des fleurs ou des objets significatifs sur une tombe. Tous ces objets ont été transférés au Musée national d'histoire pour être étudiés avec soin. Les experts s'en servent pour en apprendre davantage sur le mode de vie de ces populations. Heureusement, ce n'est pas la seule découverte dans la zone. Les travaux autour du parc de Chapultepec révèlent toutes sortes de vestiges ces derniers temps. D'ailleurs, peu avant, les archéologues avaient même trouvé un cimetière du XVIe siècle,
datant de moins de 100 ans après la chute de l'Empire aztèque suite à la conquête espagnole. Alors qu'ils recherchaient la tombe perdue de Cléopâtre, des archéologues ont fait une découverte qui semblait presque irréelle. À environ 13 mètres sous terre, sous un temple égyptien en ruine, apparaissait un tunnel parfaitement droit, creusé dans le grès massif. Long de plus de 1300 mètres, il présente une précision telle que les spécialistes l'ont décrit comme un véritable miracle géométrique. Le tunnel se situe sous l'ancienne cité de Taposiris Mania, à l'ouest d'Alexandrie, près de la côte méditerranéenne de l'Égypte. L'équipe qui l'a découvert a méthodiquement retiré des couches de pierre et de débris avant d'atteindre ce passage d'environ 2 mètres de hauteur, taillé proprement dans la roche. Aucune trace d'effondrement ni de courbe irrégulière, seulement une précision remarquable. Si vous avez déjà essayé de percer un trou parfaitement droit dans un mur et échoué en quelques secondes, imaginez accomplir cela sous terre sur près d'1 kilomètre. Les anciens bâtisseurs ne disposaient ni de GPS, ni de laser, ni d'outils modernes de mesure. Pourtant, le tunnel demeure étonnamment nivelé sur toute sa longueur. Cela montre qu'ils maîtrisaient pente, angle et distance bien au-delà d'une simple construction empirique. Aujourd'hui encore, les ingénieurs s'appuient sur des machines pour atteindre une telle précision sous terre. Les anciens comptaient sur le savoir, la répétition et la patience. Certaines sections du tunnel sont aujourd'hui sous l'eau ou effondrées, probablement après plusieurs séismes survenus dans la région il y a des siècles. Selon certains experts, il aurait autrefois relié le temple à des sources d'eau ou à des zones rituelles plus proches de la mer. Les archéologues ont aussi remarqué que ce tunnel égyptien reproduisait exactement celui d'Eupalinos en Grèce, considéré comme l'un des grands exploits d'ingénierie de l'Antiquité, ce qui rend la découverte encore plus remarquable. Dans la Grèce antique, des passages souterrains reliaient les temples à des sources sacrées. Les déplacements dans l'espace, sous terre comme à la surface, suivaient parfois des parcours symboliques destinés à rejouer les mythes et les voyages des dieux. Un tel tunnel pouvait représenter un chemin vers l'au-delà, la renaissance ou une transition divine. Il est peu probable qu'un ouvrage aussi exigeant ait été construit pour un simple décor. Lors de fouilles antérieures, les archéologues ont d'ailleurs découvert de nombreux artefacts, des pièces portant les noms et visages de Cléopâtre VII et d'Alexandre le Grand, des figurines, des statues de divinités, une momie à la langue faite d'or, ainsi qu'un vaste cimetière rempli de momies de style gréco-romain. Ce tunnel d'une géométrie parfaite n'est pas un exploit isolé. Non loin de là, des archéologues sous-marins au large d'Alexandrie ont mis au jour une découverte digne d'un récit de croisière royale. Un bateau de plaisance vieux de 2000 ans qui naviguait autrefois sur le Nil. Il ne s'agissait pas d'un simple bateau de pêche, ni d'une barge de transport. L'embarcation atteignait probablement plus de 35 mètres de long, pour environ 7 mètres de large, avec une cabine décorée et près d'une vingtaine de rameurs, transformant le fleuve en véritable palais mobile. Il ne s'agit pas d'une hypothèse sortie de nulle part. Un géographe grec de l'Antiquité, Strabon, évoquait déjà ce type de navire vers le 1er siècle avant notre ère. Il décrivait des embarcations somptueuses utilisées par la royauté lors de fêtes et de cérémonies à Alexandrie. Pendant longtemps, les historiens ont cru à une exagération littéraire. Puis, l'épave est apparue et Strabon a soudain semblé moins un conteur qu'un témoin. L'art antique confirme aussi ces descriptions. La mosaïque de Palestrina, en Italie, montre des bateaux richement ornés descendant le Nil. Leur apparence correspond presque parfaitement aux textes et aux preuves archéologiques. À l'intérieur de l'épave, les archéologues ont découvert un détail minuscule mais profondément humain. Des graffitis grecs gravés dans le bois, simples mots laissés par quelqu'un qui se tenait sur ce pont il y a 2000 ans.
Les chercheurs n'ont pas encore entièrement déchiffré l'inscription, mais sa présence seule est révélatrice. Elle montre que ce navire n'était pas seulement un symbole flottant de puissance, des personnes y vivaient réellement. On pourrait le comparer à un yacht moderne luxueux, tandis que le Nil fonctionnait comme une vaste autoroute fluviale. De nombreux navires transportant des passagers circulaient alors, visitant des proches, acheminant des marchandises pour le commerce, menant des affaires ou partant simplement en croisière. L'emplacement de l'épave rend l'histoire encore plus remarquable. Le bateau reposait près du temple d'Isis sur Antirodos, une île qui abritait autrefois des bâtiments royaux et religieux avant que des séismes et la montée des eaux ne la fassent disparaître. Le temple s'est effondré vers l'an 50 de notre ère, et les chercheurs pensent que le navire a peut-être sombré lors de cette même catastrophe. Une autre découverte récente liée à la vie le long du Nil concerne la partie inférieure d'un immense complexe cultuel situé à environ 16 km au sud-ouest du Caire. Elle est directement reliée à un temple supérieur consacré à Ré, le dieu solaire égyptien. La section récemment mise au jour correspond à un temple de la vallée vieux d'environ 4500 ans. Le sanctuaire supérieur se dresse sur un terrain plus élevé et avait déjà été fouillé il y a des années. Le temple de la vallée, plus proche du Nil, lui est relié par une chaussée. Un égyptologue allemand, Ludwig Borchardt, avait commencé à explorer une partie du site en 1901, mais la nappe phréatique était alors trop élevée et les travaux durent être interrompus. Aujourd'hui, le niveau de l'eau ayant baissé, une équipe moderne a pu fouiller près de la moitié du temple depuis 2024. Une fois sur place, les archéologues ont mis au jour les restes d'un portique d'entrée à colonnes. Ils ont ensuite découvert des blocs sculptés portant un calendrier d'événements religieux, presque comparable à un programme public antique. Les inscriptions mentionnent notamment des fêtes dédiées à Sokaris, divinité à tête de faucon associée à Memphis, capitale majeure de l'Ancien Empire, ainsi que la fête de Min, dieu de la fertilité, et même la procession de Ré. Tous ces blocs ont été trouvés autour du portique d'entrée, ce qui suggère fortement que la façade extérieure du temple exposait ce long calendrier de célébration. Pour cette raison, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens exemples connus d'un véritable calendrier public, une liste d'événements destinée à toute une communauté et intégrée à l'architecture. En outre, l'équipe a découvert des dizaines de blocs décorés portant des inscriptions mentionnant le pharaon Niuserre, qui régna vers 2400 de 2389 avant notre ère et fit construire ce temple. Ce sanctuaire montre aussi comment les déplacements s'organisaient dans l'Égypte antique. Le temple supérieur accueillait le culte principal, tandis que le temple de la vallée rendait l'ensemble accessible. Il servait probablement de zone d'arrivée pour les embarcations venant soit directement du Nil, soit plus vraisemblablement d'un de ses bras secondaires. Plutôt que de traverser le désert à pied, les visiteurs pouvaient donc arriver par voie d'eau, débarquer au quai du temple, pénétrer dans le temple de la vallée, puis remonter la chaussée vers le sanctuaire élevé sur la colline. Après environ un siècle d'utilisation, les chercheurs ont découvert que ce temple inférieur avait été transformé en zone d'habitation. L'élément le plus intéressant de cette période est la découverte de 2 pièces en bois servant... Saviez-vous que des arbres poussaient, jadis au cœur du désert sec et brûlant du Sinaï égyptien? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est pourtant exact. Récemment, des archéologues ont mis au jour une avenue bordée d'arbres, une authentique voie verte, menant à une immense forteresse ancienne. Non, ce n'est ni un mirage, ni une illusion, née d'un esprit trop fertile, bien que le mien le soit. Cette découverte renverse complètement notre perception de la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne. Faisons un bref retour en arrière. Le site concerné, baptisé Tel Abou Saifi, se trouve dans le nord de la péninsule du Sinaï. Longtemps considéré comme un simple recoin poussiéreux de l'histoire, on l'associait à des vestiges datant des époques ptolémaïques et romaines. Autrement dit, les siècles ayant suivi la conquête d'Alexandre le Grand et l'appropriation du territoire par l'Empire romain. Or, une récente campagne de fouilles
menée à l'initiative du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, a révélé bien plus qu'un avant-poste oublié. Il s'agissait d'une véritable forteresse militaire, dotée de tranchées défensives, de routes pavées, de fours à chaux, de casernes, et même de logements pour les familles des soldats. Ériger autant d'habitations en plein désert n'a rien de très accueillant, sauf si l'on se souvient de l'élément vedette du site. Cette mystérieuse avenue bordée d'arbres. Cette voie mesurait plus de 90 mètres de long sur 11 mètres de large, soit la longueur d'un terrain de football, et était pavée de dalles calcaires. De part et d'autre s'alignaient plus de 500 fosses de plantations façonnées dans l'argile. Il ne s'agissait pas d'un simple ornement. De véritables arbres y furent plantés, formant une allée ombragée menant droit à la forteresse. Imaginez-vous traverser ce corridor, sous un soleil écrasant, soudainement enveloppé par une canopée protectrice. Voilà une entrée grandiose, une sorte de tapis rouge antique, ou plutôt un tapis vert. Il ne s'agissait pas simplement d'embellir les lieux. La présence de centaines d'arbres dans ce désert, il y a plus de 2000 ans, révèle une maîtrise remarquable. Les Égyptiens de l'ère ptolémaïque n'étaient pas seulement des bâtisseurs de monuments. Ils excellaient aussi dans la gestion de l'eau. Dans une région où la pluie est aussi rare qu'un selfie avec le pharaon, ils ont réussi à faire pousser des arbres en rang serré. Prenez un instant pour y songer. Pour réussir à irriguer autant d'arbres dans le désert, il leur fallait un système d'irrigation ou de transport d'eau remarquablement élaboré. Un dispositif capable d'acheminer et de répartir l'eau avec efficacité dans un environnement aussi hostile. Ont-ils canalisé des nappes souterraines, capté des pluies saisonnières, employé un ingénieux système d'arrosage, peut-être pas aussi sophistiqué, mais tout de même, leur avance était indéniable. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit. Les Égyptiens avaient déjà démontré une parfaite maîtrise de la gestion des eaux. Grâce à des fossés et à un vaste réseau de canaux, ils avaient su dompter le Nil pour irriguer des terres éloignées. L'irrigation ne représentait donc pas un mystère pour eux. Leur savoir-faire était réel. Et de surcroît, le climat du Sinaï, il y a 2 millénaires, fait encore débat. Nombreux sont ceux qui estiment que cette région était autrefois plus verdoyante. Il suffit d'observer ces montagnes abruptes et ces reliefs tourmentés, semblables à des sculptures façonnées par la puissance d'anciens cours d'eau, pour soupçonner que l'eau y jouait jadis un rôle bien plus considérable. De plus, les archéologues ont mis au jour de nombreux indices attestant que les Égyptiens de l'ère ptolémaïque cultivaient fruits, vignes et arbres à grande échelle. Autrement dit, faire pousser une forêt dans le désert peut nous sembler incroyable, mais pour eux, ce n'était qu'un mardi ordinaire. À présent, cette avenue verte pousse les archéologues à s'interroger. Et si des systèmes d'irrigation semblables avaient été employés ailleurs? Par exemple, pour acheminer les immenses blocs de pierre utilisés dans la construction des pyramides. Il existe déjà une théorie selon laquelle des rivières anciennes ou des canaux artificiels auraient facilité leur déplacement. Et la découverte de Tel Abou Saifi? Eh bien, elle pourrait bien constituer la pièce manquante du puzzle. Ce n'est pas qu'un doux rêve. À l'époque, les rivières jouaient un rôle central, agissant comme les autoroutes, les réseaux énergétiques et les trains de marchandises du monde antique réunis. Les Égyptiens s'en servaient pour tout, irriguer, commercer, alimenter l'industrie et même mobiliser leurs troupes. Si une activité importante avait lieu, elle impliquait probablement un cours d'eau. Et ce n'est pas tout. La suite est encore plus surprenante. Les fouilles ont révélé d'imposantes tranchées défensives, semblables à d'anciennes douves, creusées à près de 2 mètres de profondeur autour de la forteresse. Ces fossés n'étaient pas de simples bourbiers, mais faisaient partie d'un dispositif complexe conçu pour être comblé ou enjambé par un pont afin de maîtriser les accès. On pourrait les comparer à une barrière de sécurité rétractable, sans les vérins hydrauliques. Tandis que ces tranchées protégèrent de la forteresse des intrusions, la vie y battait son plein. Comme nous l'avons mentionné, les archéologues ont découvert des logements militaires. Il semblerait que les soldats y vivaient avec leurs familles. Ainsi, cette forteresse n'était pas qu'un simple baraquement, mais une véritable communauté dynamique, avec ses repas, ses habitudes, des enfants s'amusant ça et là, et certainement beaucoup de bavardages autour de la table. En plus des aspects militaires, les chercheurs ont découvert 4 vastes fours à chaux servant à produire de la chaux vive, un élément crucial pour fabriquer le mortier de construction. Ces fours indiquent qu'à la fin de l'ère romaine, Tel Abou Saifi est devenu un centre industriel important, fournissant les matériaux nécessaires à la construction et à la réparation des bâtiments, un véritable pôle d'activité artisanale. Mais l'histoire se complique encore. Sous les routes, tranchées et fours, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'une structure antérieure, un mystérieux bâtiment. S'agirait-il d'une 3e forteresse, encore plus ancienne, d'un cimetière oublié ou d'une cité perdue? Le mystère reste entier,
Mais il est clair que cette découverte ouvre une nouvelle page passionnante de recherche, l'un des rebondissements archéologiques majeurs de la décennie. Que faut-il en conclure? Eh bien, pour commencer, cela bouleverse bon nombre d'idées reçues sur la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne. On les a longtemps considérés comme des frontières naturelles, arides, hostiles et dépeuplées. Or, cette découverte laisse penser qu'ils furent jadis verdoyants et habités. Non parce que le climat était très différent, mais parce que les Égyptiens savaient, avec un génie remarquable, soumettre la nature à leurs besoins. Ils ne se contentèrent pas de survivre au désert, ils le façonnaient. Cela relance aussi le vieux débat sur l'ingéniosité technique des anciens Égyptiens. S'ils ont pu bâtir au cœur du Sinaï une forteresse dotée de douves, de routes arborées, d'un réseau d'irrigation et d'installations artisanales, est-il vraiment invraisemblable d'imaginer qu'ils aient pu concevoir des systèmes hydrauliques pour déplacer les blocs des pyramides? Oublier la théorie des anciens extraterrestres. Distrayante, certes, mais qui nous détourne d'une réalité fondamentale, ces peuples étaient d'une intelligence remarquable. Une bonne partie de ce que nous appelons aujourd'hui technologie moderne n'est que l'héritage d'une ingéniosité antique. Et l'on ignore combien de savoirs précieux se sont perdus en chemin. Pendant ce temps, les fouilles se poursuivent. Les chercheurs entreprennent une cartographie complète de Tel Abou Saifi afin de comprendre l'agencement global du site. Certains envisagent d'analyser le sol pour repérer d'anciennes racines, voire identifier les essences qui poussaient autrefois. Si des palmiers dattiers s'y trouvaient, par exemple, nous serions peut-être face à la plus ancienne allée de fruits secs au monde. Vous vous doutez bien que l'intérêt de ces découvertes dépasse le seul cadre de l'histoire. Elles résonnent aussi avec les défis de notre époque. Face au dérèglement climatique et aux canicules de plus en plus éprouvantes, il devient urgent de se demander ce que ces civilisations disparues, capables de faire fleurir le désert, pourraient encore nous enseigner. S'il fallait ne retenir qu'une chose, Tel Abou Saifi nous rappelle que la civilisation égyptienne ne se résume pas à des pyramides, des pharaons et leurs momies. Ce peuple comptait des bâtisseurs clairvoyants, des architectes du vivant et des esprits résolument pragmatiques. Ils n'attendaient pas que la nature comble leurs besoins. Ils la façonnaient selon leurs desseins. Et grâce à des trouvailles comme celle-ci, nous discernons mieux l'ampleur de leurs avancées et, disons-le, de leur impressionnante modernité. Ainsi, la prochaine fois que l'on vous décrit le désert comme un espace stérile, vous pourrez rétorquer avec aplomb qu'il y a plus de 2000 ans, en plein cœur du Sinaï, s'élevait une forteresse avec des douves, une avenue bordée d'arbres, des casernes, des ateliers, et même une structure secrète enfouie sous terre. Voilà qui remet les pendules à l'heure, d'une comprise. Et qui sait quels autres vestiges y sont encore enfouis, attendant de réécrire l'histoire.